Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, l'association Titrin rend hommage à tous ces bâtisseurs qui ont aidé à créer ce chemin de fer de la Réunion, 126 km de long, de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Pierre. Et nous allons à la rencontre de Madame Jocelyne Leblaise, qui est auteure et qui va nous parler de son roman sur les Piémontais qui ont creusé ces galeries dans la falaise pour laisser passer le Titrin. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à la Grande Chaloupe pour cette journée consacrée aux bâtisseurs du chemin de fer de la Réunion. Et je suis en compagnie de Madame Jocelyne Leblaise. Bonjour. Donc Madame, vous avez écrit plusieurs ouvrages consacrés sur le Titrin et aussi sur ceux qui ont bâti le rail. En particulier, voilà. Oui. Alors en particulier, je me suis intéressée à ces Piémontais qui sont venus pour percer les tunnels. Donc Jocelyne Leblaise, auteure de 2 romans, Des fenêtres sur l'océan et la suite, Un pont sur l'océan, publié chez Orphie. C'est surtout consacré aux Piémontais et j'ai entendu dire qu'il y avait un cimetière consacré uniquement aux Piémontais qui est situé à la Possession, il me semble. Tout à fait, il est dans l'enceinte de la centrale EDF actuellement. Ouais. Oui, il y a quelques tombes. Est-ce que ce sont les tombes d'origine? Enfin, est-ce que l'emplacement correspond aux tombes d'origine? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des Piémontais dedans? Je n'en sais rien. Ouais. Mais il y a un cimetière, effectivement, qui s'appelle le cimetière des Piémontais à la Possession. Donc il y a la possibilité de la présence de Piémontais dans ce cimetière à la Possession. Et quels sont les éléments, quels sont les indices qui vous permettraient d'avancer cela en fait? Alors, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que des lieux où ont eu lieu, des églises où ont eu lieu les enterrements. Or, à cette époque-là, les cimetières étaient à côté des églises, donc je doute qu'on soit allé enterrer à plusieurs kilomètres ces travailleurs. Donc je pense tout simplement qu'ils sont enterrés dans les cimetières à côté des églises, donc à la Possession. À Saint-Paul, il y a à la Petite-Île, il y avait un cimetière à l'époque, puisqu'il y a un des Piémontais dont l'enterrement a eu lieu à l'église de la Délivrance. Donc je pense qu'ils sont disséminés un petit peu partout dans les cimetières. En fait, ils sont enterrés au plus près de l'endroit où ils sont morts, quoi, tout simplement. On le rappelle, les Piémontais viennent du royaume de Piémont-Sardaigne en fait. Voilà, c'est à la fois l'Italie et la Sardaigne de l'époque. Alors en fait, on est dans l'Italie, ça y est, l'Italie est unifiée. Hein. On n'est plus dans le royaume de Piémont-Sardaigne, donc on est à la fin du 19e siècle, on est en 1878. Donc il a été décidé de faire un chemin de fer à La Réunion, donc 126 km de rail, Saint-Benoît, Saint-Pierre. Des ponceaux, de viaducs, ça on sait faire, mais il y avait un problème, c'était la falaise, la corniche en fait, entre Saint-Denis et la Possession. Et là, il n'y avait qu'une solution, il fallait percer. Le problème, c'est qu'on n'avait pas le savoir-faire à La Réunion, la dynamite avait été inventée par Nobel une dizaine d'années plus tôt, mais on ne savait pas manier les explosifs. Donc on est allé chercher des Italiens, des Piémontais, qui eux étaient des mineurs et savaient manier les explosifs. Donc on en a fait venir à peu près 200.
qui sont arrivés donc en 1878 au moment où on démarrait les travaux. Et en 3 ans, ils ont percé 10 km 400 tunnels. 10 km 400 tunnels. C'était à l'époque le 3e plus long tunnel au monde, après le Saint-Gothard et le Fréjus. Et comme il y a 2 ravines qui coupent, enfin il y a 3 tunnels en réalité, hein, puisqu'il y a 2 ravines qui coupent. Donc le tunnel entre Saint-Denis et la ravine à Jacques fait plus de 5 km 500 et c'est à l'époque le plus long tunnel au monde. Tunnel ferroviaire à voie métrique au monde. Donc on bat quand même des records à La Réunion. De ce côté-là, on est très fort. Alors on rappelle ce que c'est qu'une voie métrique, c'est tout simplement l'écartement des rails, c'est l'écartement de 1 mètre. Ce style de train, c'est-à-dire de la voie métrique, c'était extraordinaire pour l'époque. Parce que les autres trains à l'époque, l'écartement c'est 1,50 m. Voilà, c'est ça, oui. Alors bon, évidemment, pour percer ces tunnels, alors le percement des tunnels a été quelque chose de très difficile. Les Piémontais donc ont payé quand même un lourd tribut puisqu'ils ont eu pas mal de morts et on se retrouve effectivement avec un cimetière des Piémontais à la possession. Alors ils n'avaient pas de matériel comme maintenant, hein. Comme matériel ils avaient quoi? Des pics, des pioches, des barabines et puis ils avaient surtout leurs bras. Quand vous allez sur la route du littoral, vous voyez des ouvertures dans la falaise. Ils creusaient un trou et puis. Alors donc effectivement, pour évacuer les gravats à l'intérieur. Voilà, ils étaient en haut attachés à des cordes, ils étaient dans le vide en fait. Ouais. Ils avaient leurs pics, leurs pioches, ils creusaient, ils perçaient la montagne jusqu'à faire un grand trou et à partir de là, ils pouvaient rentrer dans la montagne et creuser les galeries. Donc il y a toute une série de galeries, une quarantaine, peut-être même plus, tout le long donc de la montagne entre Saint-Denis et la Possession. Et effectivement, c'est ce que j'appelle moi des fenêtres, qui est le titre de mon roman. Ces ouvertures permettaient d'évacuer les gravats. Pourquoi les fenêtres sur l'océan? D'accord, maintenant je comprends. Oui, c'est aussi une double signification. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, mon personnage principal, du fait qu'il rencontre un travailleur, un Piémontais qui est resté dans l'île, va lui parler, va lui raconter l'histoire du chemin de fer, son histoire, et ça va être pour lui une ouverture sur le monde extérieur. Des fenêtres, il va lui ouvrir des fenêtres sur l'océan en fait. Donc il y a double sens. Je pense qu'il y a dû y avoir pas mal d'épreuves, par exemple pour creuser les tunnels, ça se faisait à la dynamite. Il y a dû y avoir forcément... En fait, voilà, il y avait des galeries et ils avançaient, et donc ils creusaient les galeries, ils avançaient comme ça, chacun dans sa galerie. Puis, oui, chacun creusait, se rejoignait un peu comme pour le tunnel sous la Manche. Voilà, quelquefois la roche était dure, donc là il fallait absolument faire sauter, utiliser la dynamite. Alors le problème, c'est que quelquefois les mèches brûlaient trop vite et la dynamite, l'explosif explosait avant que ce soit prévu, ce qui fait qu'il y a eu de nombreux accidents. Accidents non seulement des Piémontais évidemment, mais aussi des ouvriers, notamment des créoles. Et il y avait le cas d'un jeune qui s'appelait Bobilo, qui était de Saint-Denis et qui a été comme ça mutilé lors d'une explosion. C'était terrible, et même quelquefois on ne retrouvait pas les corps, hein, ils étaient embouillis. D'accord. Donc il a été mutilé de quelle façon? Il y avait des... était devenu presque méconnaissable avec ses blessures. Oui, pense, et puis bon, il perdait une main, il perdait un bras, il perdait une jambe. Puis il y avait aussi les chariots qui transportaient les gravats et puis qui arrivaient trop vite et qui fauchaient les ouvriers sur place. Il y en avait même aussi qui tombaient de la falaise lorsqu'ils étaient accrochés aux cordes. C'était un travail qui était terrible, hein, qui était vraiment très difficile, très pénible. D'ailleurs, le témoignage que j'ai, parce qu'il y a un des Piémontais qui est resté 2 ans seulement à La Réunion et il est parti en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il a eu une concession. Et il s'est marié avec une Sud-Africaine. Et puis, un jour, il a découvert des grottes préhistoriques sur sa concession. Ce qui fait qu'il est devenu... Enfin, il a fait... fortune, le mot est peut-être inexact, mais disons que ça lui a permis de vivre bien. Et son fils a écrit un livre sur lui, et dans ce livre, son père raconte sa vie, et notamment son passage à La Réunion. Il y a 2 paragraphes seulement sur son passage à La Réunion. Alors, c'est là où je pense que la mémoire flanche par moment, puisqu'il dit qu'il est arrivé en 1877. Ouais. Les travaux ont commencé en 78. Est-ce qu'il y a eu des travaux préparatoires avant ?
Je n'en sais rien, je n'ai rien trouvé à ce sujet. Et donc, il dit qu'il est resté 2 ans, que c'était un travail qui avait été très, très, très difficile. Donc, il est resté de 77 à 79, qu'il était donc avec ses camarades piémontais et que plusieurs sont morts. Alors, ça m'intriguait. Je suis allée faire des recherches dans les registres d'état civil et je n'ai trouvé aucune trace de mort de piémontais à cette période-là. Les seules traces de décès de piémontais, elles sont de 1880. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que le CPR, dans la mesure où c'était des étrangers, faisait enregistrer à l'état civil ici les étrangers. Ouais. Et c'était la même chose, je n'ai pas trouvé non plus, parce qu'il y avait pour le port, on avait fait venir des Arabes, puisque C'est avec le canal de Suez, parce que c'était... Voilà, ça faisait 10 ans que le canal de Suez, enfin même pas, 1869, le canal de Suez est ouvert, oui, 10 ans en gros. L'ingénieur en chef du port, c'était Alexandre Lavallée. Il était ingénieur au canal de Suez et donc il avait vu les Arabes. Alors quand on dit Arabes, Lavallée et la barrière, c'était comment le deuxième ingénieur, c'est Lavallée. Voilà, là, j'ai toujours c'est pas grave. Oui. Palu de la barrière. Voilà. Palu de la barrière. Et donc Lavallée avait vu les Arabes. Alors les Arabes, c'était des Égyptiens, c'était des Somaliens, des gens d'Aden. Oui, on le rappelle parce que pour creuser le port, il a fallu des gens qui avaient déjà l'expérience, notamment aussi les Égyptiens qui avaient creusé le canal de Suez. D'ailleurs, c'était les Français qui avaient creusé le canal de Suez, mais avec le concours des Égyptiens. Et donc, il faut rappeler... De la main-d'œuvre sur place, quoi. Et il faut rappeler aussi que s'il y a eu le train à La Réunion, c'est d'abord parce qu'on a creusé, ça allait de pair avec le port, quoi. C'était pour acheminer ce qu'il y avait ce qui est apporté par la voie maritime, en fait, pour la redistribuer un peu partout. Alors, ce qui se passait, c'est que La Réunion, avant la construction du chemin de fer, avait très peu de voies de communication. Il y avait un sentier littoral. Et puis... et des marines aussi, voilà. Et puis les marines. Mais quand la mer était un peu dure, qu'il y avait de la houle, les bateaux ne pouvaient pas accoster, donc l'île était enclavée et ne pouvait pas se développer économiquement. Donc on a décidé de construire un chemin de fer pour acheminer la canne jusqu'à un port qui n'existait pas. Donc les deux chantiers sont indissociables. Donc ils ont été faits en même temps. Mais c'est Alexandre Lavallée, en faisant venir des Arabes qui, eux, avaient construit donc, le canal de Suez, avaient pour motivation, ou pour illusion, qu'ils étaient très résistants à la chaleur et aux travaux durs. Ah, oui. Mais moi, j'ai vu dans des actes de décès, qu'ils étaient morts de la dysenterie, qu'ils s'étaient noyés, enfin bref, ils n'étaient pas plus résistants. C'était des hommes comme les autres, ils n'étaient pas plus résistants que les autres. Comme ça, que les gens des pays chauds étaient plus résistants que les autres. Bon, c'est une illusion, effectivement. Alors moi, je pourrais dire aussi que ces Piémontais sont en 3 ans, donc ils ont percé ces 10 km 400 tunnels. Ils étaient venus pour ça, ils avaient une mission. La plupart sont repartis, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont restés. Qui ont fait souche, voilà. Et à votre avis, pourquoi toujours la même histoire, l'amour, toujours l'amour. Donc ils ont trouvé une créole et ils sont restés à La Réunion. Et donc il y a des Réunionnais qui sont des descendants de ces Piémontais. Et quels sont les noms des Piémontais? Ce sont des noms italiens, je pense. Oui, bien sûr. Alors, ils viennent tous, la plupart viennent tous d'une partie du Piémont qui se trouve au nord de Turin, qui s'appelle le Canavese. Et dans le Canavese, il y a quelques vallées, puisqu'on est au pied des Alpes. Il y en a une en particulier où il y avait des mines de fer qui étaient exploitées depuis l'Antiquité, et ils viennent presque tous de cette région-là, ça s'appelle de cette vallée-là, c'est le Val Chiusella. Et donc, lors de mes recherches, je me suis rendu compte qu'ils venaient tous de cette vallée ou bien des villages qui étaient alentours. Donc ça indique un petit peu le mode de recrutement de ces hommes. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à la deuxième moitié du 19e siècle, la France était un véritable chantier. On ouvrait des voies de chemin de fer et on utilisait une main-d'œuvre émigrée de l'époque, c'était les Italiens, puisque l'Italie était très pauvre. Donc le CPR, la compagnie du chemin de fer et du port, s'est adressé, qui avait son siège en France, à Paris, s'est adressé à ces petits entrepreneurs piémontais
qui travaillaient sur ces chantiers et qui recrutaient la main-d'œuvre dans leur village d'origine. C'est pour ça que finalement, tous les noms que j'ai pu récupérer, ils viennent tous du même endroit. Ouais. Donc voilà le mode, pourquoi on se retrouve avec... alors il y a quelques noms avec les mêmes noms, enfin non, il n'y a pas forcément les mêmes noms, mais ce sont des gens qui viennent qui se connaissaient probablement et qui travaillaient probablement dans les mines justement de Brosseau dont je vous ai parlé dans le Val Chiosella. Alors il y a une chose aussi que j'ai découvert, alors j'ai appris qu'il y avait aussi des femmes qui les avaient accompagnées. J'ai découvert ça, ils sont venus à plusieurs reprises. Il y a eu un premier lot de Piémontais qui sont arrivés en 1878, peut-être même en 1877, mais ça, bon, il est possible que la mémoire flanche et qu'on se trompe dans les dates, parce que j'ai des témoignages là-dessus. Donc il y en a une partie qui est arrivée en 78 et ils ont dû se rendre compte que le travail était tellement ardu, tellement difficile qu'ils n'avaient pas à recruter suffisamment de Piémontais, donc ils en ont fait revenir l'année suivante. Alors massivement, 135 et plus 5 femmes. Donc il y a des femmes qui les ont accompagnées. Alors pour quelles raisons ça m'a fait gamberger. Donc je pense qu'elles étaient là comme peut-être infirmières, cuisinières. Certainement des cuisinières, peut-être aussi tout simplement tout simplement la famille, c'est leur femme. Vous n'avez pas le droit de faire venir leur famille Je pense que si, c'est possible que... Alors, mais ça, je vais revenir là-dessus. Peut-être aussi pour s'occuper tout simplement du linge, quoi. Enfin, on va dire femme de ménage, quoi. Et puis, par contre, j'ai remarqué... Alors, donc, ils sont partis les tunnels ont été terminés en mai... En 1981. Et en 1981... est arrivée une madame Giovannetti, Guglielmina Giovannetti, avec un enfant. Et en fait, elle est venue rejoindre son mari qui travaillait donc dans les tunnels. Donc celle-ci s'est installée avec son mari, donc bien sûr son mari, enfin ils sont restés là, ils se sont installés rue Ruisseau des Noirs. Ils ont eu 2 filles, mais ils n'étaient pas les seuls à être restés. Il y en a quelques autres. J'ai une liste de ceux que j'ai pu trouver, qui sont restés dans l'île. Mais c'est une liste qui n'est certainement pas complète parce que ces gens-là n'ont pas écrit. La signature qu'ils ont, enfin les traces écrites qu'ils ont, elle est dans les coups de pique de pioche dans les tunnels, quoi. Jocelyne Leblaise, je vous remercie. Moi aussi. J'espère que ces émissions sur le Titrain vous inciteront à vous intéresser au patrimoine. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.